Alors bonjour à tous, je suis Bertrand Guignard, je suis pharmacien aux hôpitaux universitaires de Genève. Je travaille actuellement en pharmacie clinique, c'est-à-dire que je vais régulièrement dans les unités de soins pour collaborer avec les médecins et les infirmières en vue d'optimaliser la prise en charge médicamenteuse des patients. Donc aujourd'hui, on va aborder deux thèmes en pharmacothérapie. Donc vous avez déjà eu des cours de physiologie, de physiopathologie, de pharmacologie. Et puis l'objectif, là, ça va être d'intégrer toutes ces nouvelles notions et puis de voir comment on peut les appliquer dans la pratique pour la prise en charge des patients avec les médicaments. Donc on va commencer avec deux arythmies que l'on considère comme importantes pour le pharmacien. Alors, il y a d'abord la fibrillation auriculaire, qui est une arythmie relativement fréquente, et puis dont la prise en charge médicamenteuse est assez complexe. Elle fait intervenir plusieurs classes thérapeutiques qu'on va devoir coordonner ensemble. Certaines ont des marges thérapeutiques étroites, certaines provoquent des interactions médicamenteuses. Et puis, en deuxième partie, on va parler du QT long médicamenteux, qui est quelque chose de relativement fréquent. Par contre, la conséquence la plus grave de ce QT long médicamenteux est la torsade de pointe, et ça, par contre, c'est relativement rare. Alors, on n'a pas de traitement médicamenteux du QT long médicamenteux. On va, par contre, mettre en place une surveillance et puis un certain nombre d'algorithmes qui vont nous permettre de décider si on peut poursuivre ou non les médicaments, à partir de quand est-ce qu'ils deviennent contre-indiqués et puis comment est-ce qu'on trouve des alternatives et comment surtout on communique là-dessus avec le médecin prescripteur et avec le patient. Donc avant d'aller plus loin, je profite de vous faire un petit coup de pub pour deux ouvrages que je trouve très utiles en pharmacothérapie, qui viennent compléter les livres que vous aurez peut-être déjà sur la physiopathologie et la pharmacologie plus fondamentale. Là, c'est vraiment des livres de pharmacothérapie, c'est-à-dire qui nous disent comment on applique en pratique ces connaissances qu'on a de base en fait sur l'utilisation des médicaments. Donc le premier à gauche, le Applied Therapeutics, qui s'appelait à l'époque Koda Kimball. Beaucoup de gens connaissent ce livre sous le nom de Koda Kimball. Alors il a été repris par d'autres auteurs pour sa 11e édition, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que pour chaque chapitre, vous avez une petite introduction sur la physiopathologie, des rappels de pharmacologie, et puis très vite, on est orienté sur la manière dont les médicaments vont être utilisés en pratique, quelles sont les guidelines internationales qui sous-tendent ces pratiques, et puis comment est-ce qu'on augmente les doses, comment est-ce qu'on les ajuste à l'insuffisance rénale, quel suivi on doit mettre en place. Et puis ce qui est très intéressant avec ce premier bouquin, c'est que c'est articulé autour de cas cliniques pratiques. Donc vraiment, ça nous aide à traduire toutes ces informations théoriques vraiment importantes dans la pratique. Comment est-ce qu'on traduit ça en fait pour agir sur le traitement des patients. Et puis pour ceux qui sont pas tellement téméraires et puis qui voudraient pas lire en anglais, il y a un bouquin en français qui est très bien également, qui s'appelle Pharmacie clinique et thérapeutique, qui est un peu, disons, avec la même orientation, quelques rappels physiopathologiques et pharmacologiques, puis très vite une application pratique des recommandations pour la prise en charge des pathologies avec les médicaments. Là, par contre, c'est pas orienté tellement autour de cas cliniques. Il y a souvent un ou deux cas quand même qui illustrent, mais la théorie n'est pas amenée à travers le cas clinique, contrairement à Applied Therapeutics. Voilà. Mais ces deux bouquins, vraiment, que je vous recommande d'en prendre au moins un, qui vous aidera dans la préparation de vos examens pour la partie pharmacothérapie, et puis qui vous suivra pendant votre carrière. Alors après, il faudra penser à racheter les mises à jour, parce que c'est vrai que ça évolue très vite dans notre milieu, mais enfin, c'est vraiment une bonne base pour comprendre la pharmacothérapie. Donc là, dans cette première présentation, on va parler donc de deux arythmies. Ça, c'est un petit rappel pour vous dire que les arythmies peuvent être classifiées de différentes façons, mais en général, on les classifie selon la zone anatomique où elles prennent naissance. Donc on distingue les arythmies supraventriculaires qui vont démarrer dans les oreillettes, et puis la fibrillation auriculaire, ben, c'en est une. Et l'autre catégorie, c'est les arythmies ventriculaires qui prennent naissance dans les ventricules. Et on verra, ça vous avez vu déjà les CG,
On verra que, pour simplifier à l'extrême, les arythmies supraventriculaires vont être caractérisées par des problèmes au niveau de l'onde P, et puis les arythmies ventriculaires par des problèmes au niveau du complexe QRS. Et puis on a encore une troisième catégorie que sont les blocs, qui sont en fait des arythmies, des problématiques de conduction, soit au niveau du nœud atrioventriculaire, soit au niveau des branches gauche ou droite. Hein, c'est les blocs atrioventriculaires et les blocs de branches. Donc les torsades de pointe et le QT long qu'on va voir tout à l'heure sont des arythmies qui touchent les ventricules, ça touche la repolarisation des ventricules. Donc ça, c'est un rappel d'électrophysiologie où vous vous rappelez que vous avez vu dans votre cours de physiologie que vous avez le nœud sinusal qui est un ensemble de cellules dans l'oreillette droite qui sont capables de se dépolariser toutes seules. Elles n'ont pas besoin d'être dépolarisées par d'autres cellules. C'est automatique, c'est le pacemaker du cœur en fait. Et donc elles vont se dépolariser, elles vont envoyer des ondes de dépolarisation dans les deux oreillettes, et puis cette onde de dépolarisation va atteindre ensuite le nœud atrioventriculaire, où là il y a un ralentissement vraiment de la propagation de la dépolarisation pour laisser le temps aux oreillettes de se contracter et de se vider complètement dans les ventricules avant que les ventricules ne soient dépolarisés et ne se contractent. C'est vraiment ce qui permet à la contraction cardiaque d'être suffisamment efficace. Donc là, on a maintenant l'onde de dépolarisation qui arrive dans le nœud atrioventriculaire, qui passe ensuite dans le faisceau de His, et puis qui va se poursuivre le long jusqu'en bas du ventricule, puis sur les côtés par les deux branches, gauche et droite, et puis par les fibres de Purkinje. Et ensuite, une fois qu'on a cette dépolarisation du ventricule qui est complète, elle est suivie d'une contraction ventriculaire qui va permettre d'éjecter le sang dans les artères. Si on regarde sur l'ECG, vous avez cet ECG tout à fait typique du rythme sinusal que vous avez vu également en physiologie, avec une onde P, un complexe QRS et puis une onde T. Et chacune de ces ondes correspond en fait à une zone du cœur qui est dépolarisée. Et puis les plateaux sont des absences de changement de potentiel et c'est le moment où la contraction musculaire opère. Donc là, on a l'onde P qui est la dépolarisation des oreillettes. On va avoir le plateau PAQ qui va en fait correspondre au passage lent à travers le nœud atrioventriculaire et à la contraction mécanique des deux oreillettes. Voilà, ça va arriver tout soudain. Voilà, on voit les oreillettes qui se sont contractées et qui se sont vidées dans les ventricules. On a ensuite l'onde Q qui est la descente de la dépolarisation jusqu'à l'apex du cœur. Ensuite, ça remonte, donc il y a une inversion de l'onde avec l'onde R. Et puis ça remonte un petit peu plus haut que le départ du faisceau de His, ce qui fait qu'après ça va en fait aller un peu dans l'autre sens et ça fait une onde négative qui est l'onde S. Ensuite, on a l'intervalle ST qui correspond à la contraction mécanique des ventricules. Là, c'est un petit peu après les dépolarisations. Et cet intervalle ST, il est très important. Sa hauteur va être regardée de près quand on a des infarctus du myocarde. Ça, vous allez voir dans un prochain cours. Et puis ensuite, vous avez l'onde T, qui est la repolarisation des ventricules. Voilà. Et on a le cycle complet qui continue. Ça, c'est le rythme sinusal parce qu'il est dicté uniquement par le nœud sinusal. Donc là, on a trois exemples d'électrocardiogramme avec le rythme sinusal tout en haut que vous avez vu. On voit bien l'onde P, le complexe QRS et l'onde T. On a ensuite un exemple de fibrillation auriculaire où là, on voit que les complexes QRS sont pas si mal. Ils sont éloignés les uns des autres à des distances qui sont variables sur le papier et ça, on va voir pourquoi. Mais ce qui est très important, c'est qu'il n'y a plus d'onde P. On ne peut plus les reconnaître. Alors parfois on arrive à voir quelques vaguelettes et parfois ça devient même complètement plat. On verra également pourquoi, mais là, comme ça touche uniquement les ondes P, on a vraiment affaire à
une arythmie supraventriculaire. Par contre, en dessous, on a la fibrillation ventriculaire, c'est plus les oreillettes qui fibrillent, c'est les ventricules, donc il n'y a plus du tout de contraction efficace, il n'y a plus de complexe QRS, et donc le cœur s'arrête, et en l'absence de défibrillation dans les quelques minutes qui suivent, c'est la mort assurée pour le patient. Donc là, on voit que c'est un gros problème au niveau des complexes QRS, ce qui signe le fait que c'est une fibrillation ventriculaire, que c'est une arythmie ventriculaire. Donc là, je vous remets pour rappel la classification de Vaughan-Williams pour les différents antiarythmiques. On a 4 classes. La classe 1 qui sont les bloqueurs des canaux sodiques, la classe 2 qui sont les bêta-bloquants, la classe 3 qui sont les bloqueurs des canaux potassiques et la classe 4 qui sont les bloqueurs des canaux calciques. Ok, donc commençons par la fibrillation auriculaire, donc qui est une arythmie supraventriculaire, la plus euh, fréquente qui se traite avec des médicaments. Il y en a d'autres qui sont fréquentes et puis qui ne sont pas vraiment pathologiques, qu'on ne traite pas avec des médicaments, comme par exemple la tachycardie sinusale. Si vous n'êtes pas au repos, si vous avez fait un gros effort, ben votre rythme sinusal la fréquence va s'accélérer, mais le rythme va rester sinusal. Il y aura une onde P, un complexe QRS et une onde T qui seront simplement plus rapprochées. Là, on voit bien sur les CG que ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment pathologique. Donc c'est une arythmie supraventriculaire qui se traite avec certains médicaments. Donc pour cette présentation, je me suis basé sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2016, qui ont été mises à jour donc en 2016, les dernières dataient de 2012. Il faut savoir que la Société européenne de cardiologie, comme d'autres sociétés savantes de cardiologie, revoient leurs recommandations relativement fréquemment. Ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup d'études cliniques en cardiologie et que du coup, la donne, elle change assez souvent, et puis du coup, ben, ça justifie des modifications des guidelines. Donc la fibrillation auriculaire, c'est quoi? C'est une arythmie cardiaque qui est fréquente et puis qui augmente avec l'âge. On a environ 1% de la population qui a une fibrillation auriculaire en moyenne. Après 60 ans, c'est déjà 3 à 3,8%, presque 4% des patients qui ont la fibrillation auriculaire. Et puis au-delà de 80 ans, c'est carrément 10%. Donc les patients que vous allez voir dans votre carrière, soit en officine, soit à l'hôpital, qui seront des patients âgés, eh bien 1 sur 10 aura de la fibrillation auriculaire. Donc c'est vraiment très important de bien connaître cette pathologie. Elle se caractérise par un rythme irrégulier avec une absence de l'onde P et puis une fréquence irrégulière des complexes QRS. Et puis, elle est due à de nombreux foyers ectopiques dans les oreillettes qui vont se décharger à des fréquences différentes. Donc, qu'est-ce que c'est ces foyers ectopiques? On va le voir dans quelques minutes. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous présenter en fait le petit frère de la fibrillation auriculaire qui est le flotteur auriculaire, qui se traite de la même façon parce qu'il est responsable des mêmes conséquences. On voit qu'ici à droite, vous avez la dépolarisation du nœud sinusal qui va en fait tourner en boucle. En plus de dépolariser le nœud atrioventriculaire, elle va dépolariser toute l'oreillette sur son pourtour et puis en fait réentrer dans les circuits, un peu comme un écho. Moi, j'aime bien l'analogie de taper dans ses mains pour symboliser le rythme sinusal. Mettons que moi, je suis le nœud sinusal et que je commence à taper dans mes mains de manière régulière. Vous allez entendre un son, par exemple, toutes les secondes, hein, si on est à 60 battements par minute. Et puis, si maintenant je suis dans une pièce où il y a beaucoup d'échos, eh ben, vous allez en fait entendre un écho ou un deuxième écho, même un troisième écho du son que je produis en tapant dans mes mains. Et puis vous n'allez plus entendre 60 battements par minute, vous allez peut-être en entendre 120, peut-être 180, peut-être 240. D'accord? Alors qu'il n'y en a qu'un seul qui vient de moi, qui est 1 sur 4 qui vient de moi, qui est celui du nœud sinusal, et puis les autres ne sont que des échos. Donc c'est ce qu'on appelle les phénomènes de réentrée, et ces phénomènes de réentrée peuvent également dépolariser le nœud atrioventriculaire. Alors il dépolarise en tout cas les oreillettes, ce qui fait qu'on voit bien, je vous remets encore une fois l'image, on voit bien que les oreillettes, elles battent beaucoup plus vite que les ventricules.
Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a cette stimulation par ces phénomènes de réentrée, ben, elle se contracte. Par contre, le ventricule ne se contracte que quand le nœud atrioventriculaire décide de laisser passer l'influx de dépolarisation. Le nœud atrioventriculaire est, a une certaine capacité réfractaire, ce qui fait qu'il ne peut pas être stimulé tout le temps. Et donc, au bout d'un moment, il va pas faire passer ces influx supplémentaires qui viennent des oreillettes, il va pas les faire passer dans les ventricules, et donc heureusement, parce que du coup, les ventricules vont garder une fréquence raisonnable, ça peut monter jusqu'à 100, 140, éventuellement 160, voire un peu plus, éventuellement, mais disons, grâce à sa capacité réfractaire, il va réussir à bloquer un certain nombre de ces influx de dépolarisation. Par contre, les oreillettes, ben, elles se dépolarisent à chaque fois, et puis on a ces contractions plus fréquentes au niveau des oreillettes. Donc sur les CG, ça se caractérise comment? Eh ben, vous avez des complexes QRS qui sont, disons, à une fréquence raisonnable. Là, on est à peu près à 100 par minute. Par contre, on voit que les ondes P, ben, il y en a trois en fait pour un complexe QRS. Il y a trois ondes P, un complexe QRS, une onde T. Trois ondes P, un complexe QRS, une onde T. Et ça, c'est vraiment lié à ces phénomènes de réentrée qui ont une influence sur les oreillettes qui vont pour le coup se dépolariser et se contracter 300 fois par minute, alors que les ventricules ne se dépolarisent et ne se contractent que 100 fois par minute. Donc c'est un mécanisme de protection, ce nœud atrioventriculaire. Comme il est réfractaire, ça évite que tous ces influx de dépolarisation n'atteignent les ventricules et qu'on soit en flotteur ventriculaire, ce qui serait assez catastrophique au niveau hémodynamique parce que la contraction des ventricules, qui est la plus importante, ne serait plus efficace. Voilà, et ça c'est la même chose qu'on va retrouver dans la fibrillation auriculaire, vous verrez, sauf que la raison n'est pas exactement la même dans les oreillettes, c'est pas le même mécanisme, mais c'est les mêmes, la même compensation en fait qui a lieu par le nœud atrioventriculaire pour éviter que ces influx de dépolarisation n'atteignent tous les ventricules. Donc la fibrillation auriculaire, ce n'est pas des phénomènes de réentrée, c'est, comme on disait tout à l'heure, des foyers ectopiques qui vont en fait émerger dans les oreillettes. Alors là, c'est pas, si je reprends l'analogie des battements de main, c'est pas comme un écho, c'est plutôt comme si moi je tapais dans mes mains une fois par seconde, 60 fois par minute, un peu comme je faisais bon, dans le flotteur. Sauf que là, vous allez dans l'auditoire ou derrière vos ordinateurs commencer à taper aussi dans vos mains, voire même à faire un tonnerre d'applaudissements. Et ça, c'est vous les foyers ectopiques. C'est des zones en fait du cœur qui s'autoproclament pacemaker, qui tout d'un coup démarrent une activité de dépolarisation automatique, comme le nœud sinusal, alors que ce n'était pas prévu, et puis qui vont tout d'un coup dépolariser les oreillettes en plus du nœud sinusal. Donc on va voir ça en vidéo. Donc là, on voit bien de nouveau le rythme sinusal avec le nœud sinusal qui est le seul pacemaker qui envoie une dépolarisation au reste du cœur. Et puis là, dans la fibrillation auriculaire à droite, vous voyez ici tous ces foyers ectopiques en fait qui sont générés dans les oreillettes, ces espèces de pacemakers pirates qui viennent s'ajouter en fait à la dépolarisation qui est induite par le nœud sinusal. Et puis vous voyez ici le nœud atrioventriculaire qui filtre comme il peut. Tous les influx, heureusement, qui le bombardent ne passent pas dans les ventricules. On voit que le ventricule se contracte, mais de manière irrégulière, en fonction en fait du hasard et puis du pouvoir réfractaire de ce nœud atrioventriculaire. Et par contre, vous voyez, les oreillettes sont vraiment en fibrillation, c'est-à-dire qu'elles se contractent tellement rapidement, entre 300 et 500 fois par minute, que finalement on voit même plus de contraction. Et le risque, c'est qu'en fait, on n'a pas de contraction efficace à cause de ça.
Donc là, vous voyez sur l'ECG, les complexes QRS sont tous à des distances différentes les uns des autres. Et puis là, les ondes P qui sont sur le rythme sinusal en haut ont disparu en bas ou alors ne sont plus sous forme que de petites vaguelettes qui, plus elles sont nombreuses, en fait, plus elles vont s'estomper. Parce qu'effectivement, on les voit bientôt plus. Et c'est ça qui amène en fait la disparition des ondes P. Par contre, les complexes QRS restent tout à fait convenables, sauf qu'ils sont à des distances très différentes les uns des autres. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan mécanique quand on n'a plus une contraction des oreillettes efficace? Là, on voit en haut qu'elles ne se vident pas complètement dans les ventricules. Eh bien, il y a un risque de formation d'un caillot à cause de la stase sanguine. Et le risque, c'est que ce caillot passe dans le ventricule, puis soit éjecté dans la circulation. Et si ça arrive, la voie la plus simple d'accès en sortant de l'aorte, c'est une des artères carotides. Et puis là, ben, il va monter ce caillot au cerveau. Et quand il ne pourra plus avancer, il va obstruer une artère ou une artériole. Et puis, ce manque d'irrigation d'oxygène va amener à un accident vasculaire cérébral. Voilà, donc là, c'est ce rythme cardiaque sans onde P, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. La fibrillation auriculaire, on peut la classifier de plusieurs manières, mais une des manières de la classifier, une manière assez commune, c'est en fonction de la durée des épisodes et de leur récidive. Donc on peut faire un épisode de fibrillation auriculaire unique. Ça peut arriver si la cause de la fibrillation auriculaire est réversible, notamment chez les sujets jeunes. Alors, la fibrillation auriculaire épisode unique typique du sujet jeune, c'est celle qui survient après une grosse cuite. Oui, oui, effectivement, de prendre une grande quantité d'alcool va avoir plusieurs effets néfastes sur l'organisme, et notamment au niveau cardiaque dans certains cas. Alors il faut en général peut-être une fragilité qui n'est pas connue. Mais si le myocarde est sensible, particulièrement sensible à l'alcool, il peut y avoir un épisode unique de fibrillation auriculaire. Un épisode, une autre cause réversible, ça pourrait être par exemple une hyperthyroïdie qui génère une fibrillation auriculaire qui va disparaître une fois que l'hyperthyroïdie sera résolue. Sinon, on a la fibrillation auriculaire paroxystique ou intermittente qui va se terminer en principe spontanément en moins de 48 heures, soit spontanément, soit après une cardioversion électrique ou chimique. On verra dans quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire. En général, c'est en moins de 48 heures, mais il se peut parfois que ça dure jusqu'à 7 jours, dont jusqu'à 7 jours avant retour au rythme sinusal, on considère que la fibrillation auriculaire est paroxystique. Si elle dure plus que 7 jours, on considère qu'elle est persistante. Et puis si c'est plus que 12 mois, on considère qu'elle est persistante à long terme. Et enfin, quand il n'y a plus de retour possible à un rythme sinusal et que le patient reste en fibrillation auriculaire, on considère qu'elle est permanente. Donc là, je vous ai dit que c'était différentes classes de fibrillation auriculaire. On pourrait presque parler de différents stades de fibrillation auriculaire parce qu'en général, plus la fibrillation auriculaire avance dans le temps, plus elle va se fixer, entre guillemets, et plus ça va être difficile de revenir en arrière, d'avoir un retour au rythme sinusal. Alors les symptômes et les risques de la fibrillation auriculaire, eh bien, ce que le patient va ressentir principalement, c'est une gêne qui est due à la fréquence irrégulière du cœur. Comme on voit, les ventricules vont se dépolariser et se contracter de manière irrégulière. Et on a souvent ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire, une FA rapide, avec une tachyarrhythmie qui donne un pouls d'à peu près 140 par minute, parfois davantage. Ça, c'est vraiment lié à la réponse ventriculaire rapide. Donc 140, 160 par minute, on voit quand même que, comme je le disais, que le nœud atrioventriculaire va faire son office de filtre puisqu'il ne va pas faire passer les 300 à 500
dépolarisation et contraction des oreillettes, mais quand même, ça en fait beaucoup par minute, et le patient sent vraiment une accélération de sa fréquence cardiaque, surtout si le rythme n'est pas régulier, c'est ressenti vraiment comme des palpitations, ça peut être très désagréable. On a des cas un peu plus rares de fibrillation auriculaire lente avec un pouls qui est à moins de 50 par minute. Et ça peut arriver qu'il y ait une alternance entre la FA rapide et la FA lente, ce qui accentue encore le ressenti d'arythmie par le patient. Donc ça, c'est juste au niveau du ressenti. On peut avoir des conséquences, par contre, hémodynamiques de cette fibrillation auriculaire. Vous vous rappelez peut-être dans les cours de physiologie ou physiopathologie précédents, on vous a parlé de ce qu'on appelle le kick auriculaire, qui est en fait la contraction des oreillettes qui termine l'éjection du sang résiduel dans les oreillettes en direction des ventricules. Il y a à peu près peut-être oui, plus que 60%, à peu près 80% du sang qui passe des oreillettes aux ventricules de manière passive, et puis à peu près 20% d'éjection de ce sang qui est active, qui est liée à la contraction des oreillettes. Et ce kick auriculaire est perdu lors d'une fibrillation auriculaire puisqu'il n'y a plus de contraction efficace des oreillettes. Et des patients qui sont déjà un petit peu insuffisants cardiaques, qui sont limites sur le plan de leur fonction cardiaque, vont commencer à ressentir des effets de cette insuffisance cardiaque pendant la fibrillation auriculaire. Et ces effets-là, ben, ça peut être des douleurs thoraciques, un œdème aigu du poumon, de la fatigue, de la dyspnée. Et ça, on va voir tous ces symptômes la semaine prochaine quand on va aborder l'insuffisance cardiaque. C'est vraiment des symptômes assez typiques de l'insuffisance cardiaque. La diminution de la fonction cardiaque, ça va avec. C'est du fait de la perte de la contraction des oreillettes. Et on peut avoir une décompensation cardiaque aussi au niveau des ventricules, c'est-à-dire qu'ils vont devoir compenser pour ce manque de contraction des oreillettes, et puis ils vont se fatiguer plus vite. Si le cœur est déjà un peu fragile, un peu fatigué, ça peut mener à des situations où l'insuffisance cardiaque se décompense, comme on dit, et puis il y a une grosse aggravation des symptômes pendant une certaine période. Et les patients doivent être parfois hospitalisés. Ça, c'est un des problèmes, c'est vraiment le problème sur la fonction cardiaque. Et puis il y a un autre problème qui est justement, comme on l'a vu sur la petite vidéo, le risque de formation d'un thrombus. Et ce thrombus peut emboliser au cerveau et faire un accident vasculaire cérébral. Donc ces deux risques-là font qu'il y a une augmentation de la mortalité à long terme chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire. Alors on va commencer par un petit cas clinique pour illustrer mes propos et ce qui va suivre. C'est le cas de Madame P, qui est une patiente de 76 ans, qui est connue pour un diabète de type 2, une hypertension artérielle qui est actuellement contrôlée par des médicaments, et une insuffisance rénale chronique modérée avec une clairance à 48 ml par minute. Je ne sais pas si vous êtes déjà familier avec ces valeurs de clairance, si vous avez déjà vu ça en physiologie ou bien si ça viendra dans une capsule plus tard. Si ce n'est pas le cas, je peux déjà vous dire que la fonction rénale se mesure avec la clairance. C'est en fait la quantité de sang, le volume de sang en millilitres qui est épuré chaque minute d'une substance. Et en l'occurrence, cette substance-là qu'on considère, c'est la créatinine, qui est un déchet métabolique qui peut s'accumuler et qui est éliminé par les reins. Donc l'élimination de cette créatinine qu'on appelle clairance de la créatinine, est un reflet de la capacité des reins à éliminer. Et quand on a une clairance à peu près à 50 millilitres par minute, ça veut dire qu'on a des reins qui fonctionnent à peu près à la moitié de leur capacité et on parle d'une insuffisance rénale modérée. On parle d'une insuffisance rénale sévère avec une clairance, par exemple, en dessous de 30 millilitres minute. Donc cette patiente, elle a ressenti des palpitations à plusieurs reprises ces derniers mois. Et puis au cabinet médical, on lui fait un électrocardiogramme qui montre un rythme sinusal. Mais le médecin, heureusement, n'en reste pas là et puis propose à cette patiente un monitoring
de l'électrocardiogramme en continu qu'elle assurait à domicile et ça met en évidence une fibrillation auriculaire paroxystique. Par moment, le rythme sinusal passe en fibrillation auriculaire et puis revient ensuite en sinusal et ça on arrive à le voir sur l'électrocardiogramme continu. La fréquence cardiaque en moyenne est de 140 battements par minute, ce qui est trop élevé et là, c'est pour ça que la patiente ressent des palpitations à plusieurs reprises. Donc ensuite, le médecin fait également une échocardiographie qui va montrer que la fraction d'éjection du ventricule gauche est normale. Donc la patiente a priori n'a pas de symptômes d'insuffisance cardiaque. Et puis on voit grâce à cette échocardiographie que les ventricules éjectent le sang normalement. Ils n'ont pas une fonction qui est diminuée. C'est quelque chose qui a été évoqué également dans vos cours de physiologie et puis qu'on va reprendre la semaine prochaine avec l'insuffisance cardiaque. Mais c'est important de savoir que la patiente là a une fraction d'éjection de son ventricule qui est normale. Donc là, je vous pose une première question. En fonction de ce que vous avez déjà vu dans les cours précédents, quelles sont les stratégies thérapeutiques qu'on pourrait proposer à Madame P et quelles sont les deux stratégies thérapeutiques qui sont prioritaires. Donc c'est 1, ralentir la fréquence cardiaque, 2, diminuer la tension artérielle, 3, ramener le cœur à un rythme sinusal, 4, inhiber l'agrégation plaquettaire et 5, anticoaguler. Donc je vous laisse réfléchir à peu près une minute et puis je reviens dans une minute pour vous donner les réponses. Voilà, je vous laisse encore 15 secondes. Ok, je vous donne les réponses. C'était les réponses 1 et 5 qui sont les deux réponses prioritaires. J'ai mis la réponse 3 en italique. On verra que ça pourrait être proposé également à Madame P, mais dans un deuxième temps. Et donc, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous ont répondu 3. C'était un peu un piège. C'est vrai qu'on a envie, évidemment, si la fibrillation auriculaire est là, que la patiente revienne à un rythme sinusal. On pense que ça la guérirait de la fibrillation auriculaire, mais on verra que c'est pas forcément ce qu'on va choisir comme stratégie parce que c'est une stratégie qui n'est pas très efficace, surtout quand la fibrillation auriculaire est bien installée, comme c'est probablement le cas chez cette patiente qui est déjà âgée et qui avait peut-être de la fibrillation auriculaire depuis quelque temps déjà et qui est devenue symptomatique. Et puis le temps qu'elle aille chez son médecin, c'est peut-être déjà installé. Mais à voir, mais c'est vrai qu'il y a eu des comparaisons avec la stratégie de ralentir la fréquence cardiaque et on voit que de simplement ralentir la fréquence cardiaque en laissant le patient avec son rythme euh, FA sans le remettre en rythme sinusal, ça amène pas moins ça n'a pas moins d'efficacité sur le confort du patient. Et puis ça change rien également en termes de fréquence d'hospitalisation. Parce que en fait, de ramener le cœur au rythme sinusal avec des médicaments, ça n'est en général pas très efficace et puis c'est associé à des effets indésirables médicamenteux des médicaments antiarythmiques. Donc on va bien distinguer ces deux stratégies de ralentir la fréquence cardiaque versus ce qu'on appelle le contrôle de la fréquence versus ramener le cœur à un rythme sinusal, ce qu'on appelle le contrôle du rythme. Et puis par contre, ce qui est très très important, et ça c'est le point 5,
c'est d'anticoaguler. C'est inefficace de faire une inhibition de l'agrégation plaquettaire. Vous avez vu également dans vos cours de physiologie que les caillots qui se forment dans les veines et dans les cavités cardiaques sont des caillots qui sont plutôt riches en fibrine et sur lesquels on aura un plus gros impact avec l'anticoagulation versus les thrombus qui se forment dans les artères, qui sont plutôt en fait liés à une agrégation plaquettaire qui se forme sur une plaque d'athérome, en cas d'athérosclérose. Et là, on va, puisque c'est l'agrégation plaquettaire qui est plus en cause, traiter avec des antiagrégants plaquettaires. Mais là, pour la fibrillation auriculaire, c'est un caillot qui se forme dans une cavité cardiaque. Donc de même que pour traiter les caillots qui se forment dans les veines, par exemple dans la thrombose veineuse profonde que vous avez déjà vu la semaine passée, bah là de même dans les cavités cardiaques, c'est riche en fibrine, on va anticoaguler. Et puis la diminution de la tension artérielle, c'est vrai que c'est important chez tout patient, mais enfin chez tout patient hypertendu, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment amener une plus-value dans la fibrillation auriculaire. En tout cas, pas autant que de travailler sur la fréquence cardiaque pour la tolérance du patient et puis l'anticoagulation pour prévenir ces accidents vasculaires cérébraux qu'on a vus sur la vidéo. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, il y a le traitement des symptômes avec le contrôle de la fréquence cardiaque, rate control en anglais, ou le contrôle du rythme cardiaque qu'on fait moins prioritairement. C'est le rhythm control. On verra, il y a quelques patients qui bénéficient plus d'un contrôle du rythme cardiaque. C'est notamment les patients jeunes ou les patients chez qui on a une fibrillation auriculaire qui est réversible, avec une cause réversible. Et puis il y a la prévention du risque embolique associé, le risque d'AVC, avec une anticoagulation. Et on verra que c'est très important d'évaluer aussi la nécessité de cette anticoagulation, de bien faire la balance bénéfice-risque entre le risque d'accident vasculaire cérébral du fait d'un caillot, qui fait qu'on va être pour l'anticoagulation, versus le risque d'hémorragie qui va faire qu'on va être plutôt contre l'anticoagulation. Et ça, c'est pour chaque patient différent, il y a des scores qui vont nous permettre de calculer ça pour estimer le risque d'AVC versus le risque d'hémorragie. Donc ça, c'est une dia qui reprend, qui est issue des recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2016 sur la fibrillation auriculaire. C'est une dia qui reprend les différentes étapes du traitement, puis on va rentrer dans les détails dans les prochaines minutes. Donc là, en noir, ici, vous avez le traitement en fait en aigu. Hein, si on a un patient qui arrive avec une fibrillation auriculaire très importante qui fait qu'il y a une instabilité hémodynamique, que le cœur n'arrive plus à pomper suffisamment fort pour assurer le débit dans les artères et que la pression sanguine est trop basse pour pouvoir irriguer correctement les organes, on parle d'instabilité hémodynamique et là il va falloir traiter en aigu la fibrillation auriculaire et ça sort du cadre de ce cours, c'est peut-être un cours que vous aurez dans les prochaines années pour ceux qui vont choisir des cours à option sur la pharmacie hospitalière. Là, ce qui est important maintenant de connaître, c'est surtout la prise en charge au long cours, où là, on va avoir en fait des changements du style de vie, et puis le traitement des conditions cardiovasculaires qui sont sous-jacentes, qui peuvent précipiter la fibrillation auriculaire, et puis diminuer le risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est quelque chose de base qu'on fait toujours, ce n'est pas un traitement spécifique de la fibrillation auriculaire. Et puis on l'évoque dans plusieurs autres cours, comment est-ce qu'on peut diminuer le risque cardiovasculaire total. Par contre, là, l'étape d'après, ça c'est très très important et c'est spécifique de la fibrillation auriculaire, c'est qu'on va évaluer le risque d'accident vasculaire cérébral et on va proposer une anticoagulation orale pour prévenir ces AVC. Hein, c'est le stroke prevention, c'est prévention des AVC. Et puis ensuite, en fonction de la fréquence cardiaque, on va proposer un contrôle de la fréquence pour améliorer les symptômes et puis préserver la fonction du ventricule gauche. Et à la fin, en fonction des symptômes, on va pouvoir éventuellement
ajouter des antiarythmiques, faire un contrôle du rythme, une cardioversion, et puis il y a des mesures, euh, disons, j'ai envie de dire chirurgicales, mais disons plus invasives, où on va faire l'ablation de certaines zones de, de dépolarisation qui sont ces foyers ectopiques pour corriger vraiment la cause de la fibrillation auriculaire. On voit que plus on est haut dans le schéma, plus on va vraiment agir sur l'espérance de vie, et puis plus on descend, plus on va être seulement sur la qualité de vie, sur l'autonomie, le fonctionnement social du patient. Donc c'est important aussi, je trouvais que c'était bien cette diapositive pour vous montrer les différentes stratégies thérapeutiques, puis qu'est-ce qu'elles amènent au niveau de l'espérance de vie et puis au niveau du confort du patient. Donc on commence par le contrôle de la fréquence cardiaque. Donc chez un patient qui a par exemple une fréquence ventriculaire de 140 battements par minute ou plus, là on va vouloir avec un traitement qui ralentit cette fréquence cardiaque, déjà améliorer les symptômes. On va aussi éviter les instabilités hémodynamiques parce que comme on disait, quand les oreillettes sont en fibrillation, les ventricules doivent pomper plus vite et plus fort pour assurer le débit. Et si le cœur est fragile, ils peuvent se fatiguer et puis on peut arriver à une décompensation cardiaque. Et donc ça, il faudrait éviter grâce à ce ralentissement de la fréquence ventriculaire qui va aussi un peu économiser le travail du cœur. Donc les objectifs thérapeutiques sont individuels, mais en général, on va viser en dessous de 110 battements par minute. Alors ça reste un petit peu plus élevé que la norme, qui est plutôt entre 60 et 90 ou 60 et 100 battements par minute. Mais on a remarqué, il y a des études cliniques qui ont montré que si on ralentit trop la fréquence cardiaque, finalement, on n'a plus que les effets indésirables des médicaments et on n'a pas tellement de bénéfices. On sait qu'en dessous de 110, c'est suffisant. Donc on reste assez conservateur maintenant dans le ralentissement de la fréquence cardiaque. En fibrillation auriculaire, bien sûr. Après, dans un rythme sinusal, c'est bien d'être en dessous de 90 ou en dessous de 100 battements par minute. Sauf à l'effort, évidemment, si vous faites un footing, vous allez monter à 120, mais votre rythme est sinusal, et ça c'est normal, c'est lié à l'effort, c'est temporaire. Donc je vous pose une deuxième question. Pour pouvoir ralentir la fréquence cardiaque, quelles seraient pour vous les molécules qui sont possibles? Alors 1, le métoprolol, un bêta-bloquant. 2, le lisinopril, un IECA. 3, le losartan, un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2. 4, la nifedipine, qui est un inhibiteur calcique de type dihydropyridine. Le verapamil, le diltiazem, qui sont des inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques. Le furosémide, qui est un diurétique de Lens. Et la digoxine, qui a un autre mécanisme d'action, que vous avez également vu précédemment dans votre cours de pharmacologie. Donc je vous laisse de nouveau une minute pour réfléchir aux molécules qui seraient possibles pour ralentir la fréquence cardiaque chez Madame P. Voilà, j'espère que vous avez eu assez de temps pour réfléchir. J'imagine que ceux qui n'ont pas eu le temps auront peut-être mis sur pause. C'est l'avantage d'être à distance.
Donc voilà les réponses. On a le métoprolol qui est un bêta-bloquant. On a le verapamil et le diltiazem qui sont des inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques. Et puis on a la digoxine. Alors bon, les antihypertenseurs qui agissent peu sur le cœur, comme le lisinopril, le losartan et puis le furosémide comme diurétique, ça paraît logique. Peut-être le furosémide serait utile s'il y a une insuffisance cardiaque en plus de cette fibrillation auriculaire, mais ce ne serait pas pour traiter la fréquence cardiaque, ce serait vraiment pour traiter les conséquences d'une éventuelle décompensation cardiaque qu'on pourrait mettre un diurétique. Ça, on le verra la semaine prochaine, les traitements de l'insuffisance cardiaque. Peut-être certains ont mis la nifedipine, qui est un inhibiteur calcique également, comme le verapamil et le diltiazem, mais c'est un inhibiteur calcique de type dihydropyridine, donc qui agit assez peu en fait sur la fréquence cardiaque. Il agit principalement sur la vasodilatation. Alors du coup, il agit indirectement sur la fréquence cardiaque parce qu'il est tellement efficace comme vasodilatateur qu'il y a parfois une tachycardie réflexe qui se met en place. Ça, vous avez vu également en physiologie, surtout avec la nifedipine à courte action. Dès qu'on est avec des formes retard ou dès qu'on a des inhibiteurs calciques à plus longue demi-vie comme l'amlodipine, on n'a plus ces problèmes-là. Mais de toute façon, ça n'a pas d'action directe sur la fréquence cardiaque. Donc les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et puis la digoxine, comment est-ce qu'ils agissent? Alors déjà, ils sont chronotropes négatifs, ça vous le savez, ça veut dire qu'ils ralentissent d'emblée la fréquence cardiaque. Les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques, vous avez vu, sont inotropes négatifs. Et puis la digoxine est inotrope neutre, voire inotrope légèrement positive. Ça, on l'a vu parce qu'elle augmente la concentration du calcium dans la cellule cardiaque. Donc elle a un petit effet inotrope positif. Donc chronotrope, inotrope. Il y a un troisième trope que j'aimerais bien que vous connaissiez, c'est le terme dromotrope. Dromo, ça veut dire conduction. Donc, ces trois médicaments sont des dromotropes négatifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont freiner la conduction dans le nœud atrioventriculaire. Donc, ils vont en fait aider le nœud atrioventriculaire à encore plus filtrer les influx de dépolarisation excédentaires qui arrivent des oreillettes. Et ça marche aussi bien sur le flotteur que sur la fibrillation auriculaire. On arrive, grâce à ces trois classes de médicaments, à ralentir la réponse ventriculaire du cœur. Il y a une petite différence entre bêta-bloquant inhibiteur calcique d'un côté et digoxine de l'autre, c'est que les deux premiers vont agir également dans la fibrillation auriculaire qui est exacerbée par l'effort. Dès qu'il y a un effort plus important, il va y avoir, euh, disons, une stimulation adrénergique avec une stimulation de l'entrée des ions calcium. Et donc sur ces deux aspects-là, on arrive d'un côté avec les bêta-bloquants et d'un autre côté avec les inhibiteurs calciques à plus inhiber s'il y a une augmentation de ces mécanismes justement d'augmentation de la fréquence cardiaque. La digoxine, par contre, elle est toujours stable dans son action. Elle ne va pas être plus efficace à l'effort qu'au repos. Donc, en général, quand le patient fait un effort et qu'il ressent ses palpitations, c'est beaucoup moins bien couvert par la digoxine. Donc, c'est un petit avantage pour les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques. Et puis par contre, il y a un petit avantage de la digoxine sur les deux autres, c'est chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, puisque les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques sont des inotropes négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer la force de contraction du cœur. On le verra la semaine prochaine, si le cœur est déjà un peu fatigué et un peu de difficulté à se contracter, si on ajoute des inotropes négatifs, ça va péjorer la situation. Alors les bêta-bloqueurs, c'est un petit peu spécial, ils sont un petit peu des agents doubles, parce que c'est vrai qu'en aigu, ils vont aggraver une insuffisance cardiaque, puisqu'ils vont justement avoir cet effet inotrope négatif. Par contre, sur le long terme, comme ils agissent sur le remodeling, et ça on va aussi bien le voir la semaine prochaine, du coup, ils vont être bénéfiques en insuffisance cardiaque sur le long terme et on va les utiliser, mais on va les utiliser à toute petite dose pour commencer. Donc, par exemple, si un patient
insuffisant cardiaque, fait de la fibrillation auriculaire, on ne va pas pouvoir mettre chez lui d'inhibiteurs calciques. On va pouvoir mettre des bêta-bloquants, mais pas à la dose qu'on voudrait, parce que sinon ça risque de trop freiner la force de contraction du cœur. Et donc la digoxine sera un bon choix chez les patients justement insuffisants cardiaques sévères. Après, au fil de l'augmentation peut-être progressive des doses de bêta-bloquants, on pourra se séparer progressivement de la digoxine qui aura fait le début du traitement, et puis on la remplacera peu à peu par des bêta-bloquants. Mais pour commencer, la digoxine est beaucoup plus prudente à utiliser chez l'insuffisant cardiaque, plus facile à utiliser. Donc ceci est résumé dans ce schéma qui vient des guidelines de la Société européenne de cardiologie, où on voit donc le traitement à long terme de l'AF, hein, c'est comme la FA, c'est atrial fibrillation. On doit d'abord faire un échocardiogramme et puis décider de viser en dessous de 110 battements par minute en évitant la bradycardie. Et on voit que si on a une fraction d'éjection du ventricule gauche, hein, c'est ça, left ventricle ejection fraction, de plus que 40%, eh bien, on a ces trois options thérapeutiques que je vous ai décrites, que sont les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants et la digoxine. Et si ça ne suffit pas, ben, en général, on peut ajouter de la digoxine aux deux premiers et puis un inhibiteur calcique ou un bêta-bloquant quand c'est déjà de la digoxine qui est en place. Éventuellement, c'est éventuellement possible de combiner inhibiteur calcique et bêta-bloquant, mais en général, c'est quelque chose qui est évité. On essaye de combiner avec d'autres avant, plutôt que de les combiner les deux ensemble. Ça, c'est quand on a une fraction d'éjection qui est normale, enfin qui n'est pas abaissée. Et si elle est abaissée, c'est-à-dire qu'elle est à moins de 40%, à ce moment-là, on va préférer, comme je vous disais, la digoxine euh, ou éventuellement les bêta-bloquants, pour autant que les doses qu'on puisse introduire soient tolérées sur le plan de la fonction cardiaque, parce que si on commence trop vite, les bêta-bloquants étant inotropes négatifs, on va avoir une péjoration de la fonction cardiaque. Les inhibiteurs calciques sont contre-indiqués si on est en dessous de 40% de fraction d'éjection du ventricule gauche. Question 3. Est-ce que Madame P devrait recevoir un antiarythmique? Alors oui, dans tous les cas, ou bien oui, seulement si la patiente reste symptomatique malgré un contrôle de la fréquence. Oui, si la patiente ne peut pas tolérer les médicaments qui contrôlent la fréquence. Ou non. Je vous laisse de nouveau une minute pour y réfléchir. Voilà, il vous reste 15 secondes. Je vous donne les réponses. Donc c'est 2 et 3. Oui, sous condition. Donc comme on a dit tout à l'heure, c'est pas la première stratégie thérapeutique chez la plupart des patients qui ont une fibrillation auriculaire. Les antiarythmiques, on commence par un contrôle de la fréquence cardiaque, mais on peut ajouter un antiarythmique si malgré un bon contrôle un contrôle pharmacologique maximal de la fréquence cardiaque, mettons que on donne un bêta-bloquant qu'on a titré à la dose maximale, qu'on a mis de la digoxine, qu'on a mis éventuellement aussi un inhibiteur calcique, qu'on a combiné plusieurs médicaments et que le patient reste symptomatique. Là, on peut envisager en plus un contrôle du rythme, donc pour faire revenir le cœur au rythme sinusal.
ou bien alors si Madame P ne pourrait éventuellement pas tolérer les médicaments qui contrôlent la fréquence. Par exemple, elle aurait un asthme et puis on ne pourrait pas lui mettre de bêta-bloquant. Elle aurait une insuffisance cardiaque qui fait qu'on ne pourrait pas lui donner d'inhibiteur calcique. Et puis elle aurait une insuffisance rénale très sévère qui fait qu'on pourrait très difficilement lui mettre de la digoxine ou que la digoxine qu'on lui mettrait ne serait pas suffisamment efficace. À ce moment-là, on pourrait partir sur un contrôle du rythme plutôt que de la fréquence ou en plus de la fréquence. Donc les trois raisons qui font qu'on qu'on essayerait de restaurer un rythme sinusal avec des antiarythmiques, c'est si la fibrillation auriculaire n'est pas permanente et qu'il y a des chances de revenir à un rythme sinusal. Donc comme je vous disais tout à l'heure, principalement les patients jeunes et ou qui ont des causes de fibrillation auriculaire réversibles, ou pour améliorer les symptômes si le contrôle de la fréquence est insuffisant, ça je viens de vous en parler, ou en aigu en cas d'instabilité hémodynamique, où là on n'arrive pas à mettre des inhibiteurs calciques et des bêta-bloquants parce qu'ils sont inotropes négatifs, et puis la digoxine toute seule suffira peut-être pas. Et donc là on va essayer de renverser en aigu le rythme cardiaque, ça s'appelle cardioverser, pour qu'il revienne à un rythme sinusal pour éteindre en fait entre guillemets tous ces foyers ectopiques et qui est plus que le rythme qui vient du nœud sinusal. Donc il y a deux possibilités pour cette cardioversion, soit électrique, on va faire appliquer directement un courant électrique, comme pour une défibrillation en fait, mais avec un courant électrique qui est quand même moins fort. On le fait tout de même sous anesthésie générale parce que c'est très désagréable. On se prend quand même un choc électrique. Et ça, c'est efficace dans 90 à 95% des cas. Efficace sur le moment, on verra qu'il y a beaucoup de patients qui reviennent en fibrillation auriculaire après une cardioversion dans les jours qui suivent une cardioversion. On a à peu près 50% en moyenne de succès d'une cardioversion, qu'elle soit électrique ou pharmacologique. Donc quand c'est électrique, ben, c'est comme je vous disais avec l'application d'un courant. Et puis pour des patients qui ne peuvent pas tolérer une anesthésie, on va faire une cardioversion pharmacologique qui est moins efficace, qui fonctionne à peu près dans 50% des cas. Et puis elle a également ce risque de retour à la fibrillation auriculaire quelques jours après. Et là, on va utiliser vraiment des vrais antiarythmiques qui sont de classe 1C ou de classe 3. Donc classe 1C, c'est le flécainide, et la classe 3, c'est surtout l'amiodarone, peut-être l'ibutylide. Je ne sais pas si elle est dans votre liste de médicaments à mémoriser. Donc si elle y est, sachez que c'est une classe 3 qu'on peut utiliser par exemple dans la fibrillation auriculaire. Je vous avoue qu'on utilise principalement l'amiodarone parce qu'elle est vraiment euh, bien tolérée chez des patients qui ont une insuffisance cardiaque. Les autres antiarythmiques sont euh, contre-indiqués s'il y a une insuffisance cardiaque et on a beaucoup de patients en fibrillation auriculaire qui ont de base une insuffisance cardiaque qui est chez eux pour le coup la cause ou une des causes de la fibrillation auriculaire parce qu'il y a eu une modification vraiment structurelle, je dirais, des cellules cardiaques qui fait qu'il y a ces zones de fragilité qui deviennent ces foyers ectopiques. Voilà, donc l'amiodarone, elle est utilisée à la fois pour la cardioversion pharmacologique en aigu, mais également pour maintenir au long cours le rythme sinusal, parce qu'on sait que dans 50% des cas, il y a ce risque de revenir en fibrillation auriculaire. Donc on va devoir traiter ces patients chez qui on veut vraiment revenir au rythme sinusal, on devra les traiter au long cours avec des antiarythmiques, et l'antiarythmique le plus utilisé de choix, c'est l'amiodarone. Alors l'amiodarone, je vous ai dit qu'elle était bien tolérée par les insuffisants cardiaques. Ça reste relatif comme bonne tolérance parce que c'est un médicament qui a pas mal d'effets indésirables. Vous l'avez vu dans les cours de pharmacologie générale. Ce qui est peut-être intéressant ici de rappeler, c'est qu'elle est particulière sur le plan pharmacocinétique, sur deux points en tout cas. Le premier point, c'est qu'elle est très lipophile, donc elle a un immense, gigantesque volume de distribution, ce qui fait qu'elle a une très très longue demi-vie hein, qui dure plusieurs mois. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà eu des cours de pharmacocinétique, mais on dit qu'il faut 3 à 5 demi-vies
pour qu'un médicament soit complètement éliminé après son arrêt. Donc là, il faut vraiment, en général, 6 mois, peut-être 9 mois, éventuellement une année, pour complètement éliminer de l'amiodarone qu'on aurait reçu. Euh, et c'est également vrai pour atteindre en fait le plateau, pour atteindre ce qu'on appelle le steady state, l'état d'équilibre, c'est-à-dire le moment où les concentrations plasmatiques se sont quand même accumulées jour après jour, semaine après semaine, et qu'on atteint un équilibre où on a des concentrations sanguines qui restent relativement stables. Et ça prend aussi 3 à 5 fois la demi-vie, et ça prendrait normalement donc plusieurs mois pour avoir des taux efficaces d'amiodarone. Donc comment est-ce qu'on fait? Parce que si on donne la dose de 200 mg par jour d'amiodarone au début du traitement, eh ben, il va nous falloir 6 mois pour arriver à des taux plasmatiques qui sont intéressants, qui sont efficaces. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une dose de charge euh, en général de 6 à 10 grammes en intraveineuse d'amiodarone, qui est quand même un grand nombre de fois la dose journalière. Ça permet vraiment d'atteindre cet état d'équilibre, et puis à partir de là, on continue avec des doses d'entretien qui vont maintenir ces taux plasmatiques. Et ces doses sont de 200 mg par jour, en général, éventuellement 100 mg par jour chez le sujet âgé. Donc ça, c'est la première particularité qui rend l'amiodarone si unique, c'est cette très longue demi-vie. Et puis l'autre particularité, alors qu'elle partage l'amiodarone avec plein d'autres médicaments, c'est que c'est un inhibiteur de différents cytochromes, et donc qu'elle génère de la P-glycoprotéine, et qu'elle génère donc passablement d'interactions médicamenteuses. Voilà, je vais vous poser maintenant une quatrième question, maintenant qu'on a vu le traitement des symptômes avec le contrôle de la fréquence ou du rythme. On a maintenant l'anticoagulation. Donc, quel anticoagulant on va choisir de préférence chez Madame P? Alors, un antivitamine K, par exemple l'acénocumarol, le Cintron, que vous avez vu précédemment, ou un ACOD. Quand on parle d'ACOD, c'est le nouveau nom pour NACO en fait. Donc, parce que NACO, ça voulait dire nouveaux anticoagulants oraux. Ils sont plus si nouveaux que ça. Je pense que ça fait maintenant plusieurs années qu'ils existent. Et on parle plutôt maintenant d'anticoagulants oral direct, ACOD. Donc, par exemple, ici, est-ce qu'on mettrait un ACOD, par exemple, le Rivaroxaban chez Madame P? Ou alors 3, est-ce qu'on n'anticoagule pas parce que le risque de saignement est trop élevé chez Madame P? Donc, je vous laisse de nouveau une minute de réflexion. Voilà, je vous laisse encore 15 secondes. Voilà, donc définitivement, on va anticoaguler. A priori, je pencherai plus personnellement pour un ACOD, mais on verra que le choix de l'AVK se justifie aussi également chez Madame P. On va vous dire pourquoi. Donc là, il faut définitivement anticoaguler. Donc l'anticoagulation, elle sert à quoi? Comme je vous ai montré sur la vidéo, la stase dans les oreillettes va augmenter le risque de formation d'un thrombus qui peut ensuite passer dans le ventricule et être ensuite éjecté dans la circulation, monter au cerveau et faire un accident vasculaire cérébral. Donc il y a deux scores qui vont nous aider à prédire le risque de complications thrombotiques. Ça, c'est le score CHA2DS2-VASc versus le risque de saignement.
et ça c'est le score Hasbled. Et ces deux scores sont basés sur des critères cliniques, donc ça va nous permettre vraiment d'individualiser le choix d'anticoaguler ou non à Madame P. Et puis donc l'anticoagulation orale sera initiée en fonction de ces scores, ce qui permet de faire une balance risque-bénéfice. Donc le premier score, c'est le score Chasles-Vasque, qui comprend plusieurs items. Alors il y a l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, l'âge plus que 75 ans, attention, qui vaut 2 points, le diabète, un AVC précédent, donc qui vaut lui aussi 2 points, une maladie vasculaire, par exemple un infarctus ou bien une artériopathie des membres inférieurs, l'âge entre 65 et 74 ans, qui là ne vaut qu'un point par rapport à l'âge de plus de 75 ans où ça vaut 2 points. Et puis le sexe féminin. Donc on va calculer pour Madame P qu'en fait elle a de l'hypertension, ça fait déjà un point. Elle a 76 ans, donc elle a encore 2 points, ça lui en fait 3. Elle est diabétique, ça lui fait 4 points. Et puis c'est une femme, ça lui fait 5 points. Elle a un score Chasles-Vasque de 5. Et on considère qu'avec un score à 0, on n'anticoagule pas. Avec un score à 1, on anticoagule éventuellement. Et avec un score à 2 ou plus, on anticoagule, sauf s'il y a une contre-indication, par exemple un score Hasbled qui serait trop élevé. Donc là, pour l'instant, elle a un score Chasles-Vasque à 5. Et donc, on va faire son score Hasbled, où dedans, il y a aussi l'hypertension, mais pour le coup, c'est une hypertension sévère, qui a une tension artérielle systolique qui est supérieure à 160, qui va augmenter le risque de saignement intracérébral. Une anomalie de la fonction rénale ou de la fonction hépatique, un point pour chacun. On voit que l'insuffisance rénale, c'est vraiment une insuffisance rénale sévère. Alors on parle, selon les différentes guidelines, d'une créatinine qui a plus que 200 micromoles par litre, ou bien un patient qui est dialysé, ou bien un patient qui est transplanté, et puis ou alors l'insuffisance hépatique. On a S pour l'AVC, stroke, un point pour des saignements récents ou une prédisposition au saignement, un point pour les INR labiles, c'est-à-dire qu'on l'aurait déjà anticoagulé par exemple avec du Syntron, elle aurait eu des INR qui étaient difficiles à régler entre 2 et 3. Ça rajoute un point pour le risque de saignement, l'âge de plus de 65 ans, et puis l'abus de drogue ou d'alcool. Donc là, chez Madame P, on voit que l'hypertension, elle est contrôlée actuellement, donc on ne va pas lui compter un point. Son insuffisance rénale est modérée, on ne va pas lui compter un point. Par contre, on va pouvoir lui compter un point pour l'âge. Donc elle a un score Hasbled à 1 en face d'un score Chasles-Vasque à 5. Donc là, c'est sûr qu'on va l'anticoaguler, Madame P. Alors, quelle anticoagulation orale choisir entre les AVK et les ACOD? Alors, je vous dirais que ça change un peu à chaque guidelines, mais c'est vrai qu'au début, à la sortie des ACOD, on était relativement prudent avec ces nouvelles molécules, vous l'avez vu, qui ne peuvent pas se monitorer. On n'avait pas encore à l'époque d'antidote, alors que pour les antivitamines K, on peut suivre l'INR et puis on a un antidote qui est la vitamine K, ou si on a besoin de renverser rapidement, on peut donner des facteurs de coagulation gamma-carboxylés qui existent dans le commerce. Donc voilà, il y a un peu les avantages et les inconvénients pour chacune de ces classes. Avec les antivitamines K, on a cette grande variabilité génétique, vous l'avez vu la semaine passée, avec cette enzyme VCORC1 qui est la cible des antivitamines K, qui est plus ou moins sensible à ces antivitamines K. On a un polymorphisme génétique par rapport à la métabolisation de ces médicaments. Il y a des interactions médicamenteuses. Avec les ACOD, on a un effet qui est beaucoup plus reproductible d'un patient à un autre, mais on a le problème qui sont éliminés par les reins, qui peuvent s'accumuler en insuffisance rénale, et puis qui font aussi des interactions et qu'on ne sait pas où on en est avec l'anticoagulation parce qu'on n'a pas aujourd'hui encore de monitoring de routine qui est bien corrélé avec une efficacité versus avec un risque hémorragique. Donc, que nous disent les recommandations internationales de la Société européenne de cardiologie? On nous dit qu'en fonction du score Chasles-Vasque, si c'est 0, comme on a dit, il n'y a pas d'anticoagulation. Si c'est 1, l'anticoagulation peut être considérée selon certains facteurs. Et puis à partir de 2, elle est indiquée. Et en fait, on a quand même une priorité qui devrait être donnée
aux anticoagulants oraux directs par rapport aux AVK, parce que quand même, ça, vous l'avez vu la semaine passée, ils ont été associés à un peu moins de saignement et à une efficacité un peu plus élevée. Surtout parce qu'ils sont comparés à des populations qui avaient des AVK où les INR n'étaient pas forcément tous dans la cible. Donc c'est vrai que ça amène quand même un biais, on est d'accord, mais étant donné que c'est quand même difficile d'avoir des INR dans la cible, c'est dans la vraie vie difficile à atteindre, eh bien les ACOD semblent être maintenant un meilleur choix. Sauf s'il y a des circonstances qui font qu'ils sont trop risqués, par exemple une insuffisance rénale sévère ou bien beaucoup d'interactions médicamenteuses, où là on aurait peur d'avoir un effet des ACOD qui serait trop important et on préfère du coup basculer dans ces conditions-là sur un AVK dont on peut suivre l'effet avec l'INR. Donc c'est pour ça que pour Madame P, j'avais une petite préférence pour la COD parce qu'elle a une insuffisance rénale qui est modérée, qui permet, si on ajuste les doses d'Acode, par exemple de rivaroxaban, de lui donner quand même ce médicament. Et puis, elle n'a pas actuellement d'autres médicaments qui font des interactions avec les Acodes. Si ça devait changer, si on lui introduit de l'amiodarone, qui peut éliminer, qui peut bloquer un peu l'élimination des ACOD, ou bien si elle a de l'insuffisance rénale et que son insuffisance rénale se péjore, ou qu'elle a les deux, et ben, au bout d'un moment, peut-être que ça deviendra plus prudent de passer aux AVK chez elle. Et puis, si la fibrillation auriculaire, elle implique une sténose mitrale sévère ou bien que le patient a une valve mécanique qui a été mise de remplacement, à ce moment-là, on a des données qu'avec les AVK pour la prévention du risque embolique. Donc on va donner uniquement des AVK, on ne pourra pas donner un ACOD si c'est une FA qui est associée à une valve mécanique ou bien à une sténose mitrale sévère. Voilà donc quel conseil on peut encore donner à Madame P. Donc il faut bien lui parler des signes avant-coureurs d'accident vasculaire cérébral, ça on va aller voir tout à l'heure, parce que même si elle est anticoagulée, elle demeure à risque, bien que plus bas, d'accident vasculaire cérébral. À quel point c'est important qu'elle soit anticoagulée, bien qu'elle comprenne ce risque de formation d'un thrombus et d'embolisation, que si elle est sous antivitamine K, qu'elle comprenne aussi l'importance de l'INR, puisqu'on sait que l'effet des antivitamines K peut varier dans le temps avec l'alimentation et avec d'autres facteurs, hein, comme par exemple une poussée de fièvre. Donc qu'elle soit bien au courant de l'importance de ce suivi de l'INR, quoi faire si son INR est suprathérapeutique, etc. Les risques d'interaction, notamment avec les médicaments en vente libre, les patients ne sont pas toujours conscients que c'est des vrais médicaments et puis qu'ils peuvent aussi provoquer des interactions avec leur traitement chronique. Donc moi je pense surtout aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on peut acheter en vente libre en pharmacie et puis qui peuvent faire saigner avec un risque cumulé en plus des anticoagulants. Il y a d'autres médicaments qui font des interactions pharmacodynamiques ou pharmacocinétiques avec les anticoagulants, mais ça sort du cadre de ce cours. Et puis, il faut aussi qu'elle contacte le médecin en cas de saignement, si elle saigne du nez, si elle saigne des gencives, si il y a des signes de sang dans les urines, si elle a des selles qui sont molles et foncées, hein, ce qu'on appelle du méléna, ça peut être un signe de saignement digestif. Là, elle doit contacter le médecin de toute urgence. Et surtout, surtout, ne jamais arrêter d'elle-même un médicament. On sait que d'arrêter un médicament, ça peut générer parfois des événements indésirables, des péjorations de certaines pathologies, des effets rebonds. Si elle arrête ces médicaments qui ralentissent la fréquence cardiaque, si elle arrête par exemple ces bêta-bloquants, il va y avoir un effet rebond avec une péjoration de la fibrillation auriculaire. Alors, le QT long et les torsades de pointe pour terminer. Donc là, vous voyez un exemple de torsade de pointe. Ça, vous l'avez vu aussi au cours de physiologie. Ça s'appelle torsade de pointe parce que c'est des pointes qui ont été comme torsadées en fait sur les CG. C'est un Français qui a nommé ce type de tachycardie ventriculaire torsade de pointe.
Donc ça, c'est un rappel également. Les conséquences du QT long. Donc là, quand vous avez un allongement de l'intervalle QT, vous voyez que l'onde T, en fait, la repolarisation arrive plus tard parce que les canaux potassiques de repolarisation sont inhibés par des médicaments. Et puis, c'est en fait une zone, cette zone-là, une zone de vulnérabilité électrique où il y a des post-dépolarisation précoces qui peuvent apparaître et ces post-dépolarisation précoces éventuellement peuvent dégénérer en torsade de pointe. Cette torsade de pointe, elle peut éventuellement dégénérer en fibrillation ventriculaire et cette fibrillation ventriculaire va mener dans tous les cas, en l'absence de défibrillation, à la mort subite. Et donc c'est pour ça que tout le monde s'inquiète de ce QT long, mais en soi le QT long, pour qu'il passe à une torsade de pointe, c'est quand même relativement rare. C'est quelque chose, on n'a pas de chiffres vraiment statistiques qui peuvent nous dire dans combien de pourcentage des cas de QT long on a une torsade de pointe. Ça reste quelque chose qui est très très rare. Le passage de la torsade de pointe à la fibrillation ventriculaire est aussi assez rare. Il y a un certain nombre de torsades de pointe qui peuvent ne pas être soutenues ou qui peuvent spontanément revenir au rythme sinusal. C'est que quelques fois qu'on a une fibrillation ventriculaire. Par contre, une fois qu'on a la fibrillation ventriculaire, là, c'est la mort assurée, en l'absence de défibrillation. Donc, c'est un peu difficile de savoir quel va être le risque euh, de passer à l'étape suivante. Mais comme le QT long, c'est le seul marqueur qu'on a de toute cette cascade de risques, eh bien, on s'en inquiète quand même beaucoup. Et puis, à partir du moment où il y a un QT qui est long à cause d'un médicament, on va vraiment essayer de trouver une alternative thérapeutique pour éviter que ça aille plus loin. Alors, évidemment, il y a des médicaments qui vont allonger beaucoup le QT. euh, et puis, selon le médicament, on va avoir plus ou moins un passage en torsade de pointe. Les deux exemples phares de ça, c'est d'un côté l'amiodarone, qui allonge très facilement le QT, puisque c'est dans son mécanisme d'action, ça va avoir un effet bloquant directement sur les canaux potassiques de repolarisation. Donc, c'est vraiment l'objectif pharmacologique, je dirais, primaire, c'est d'allonger le QT. Et puis, par contre, l'amiodarone, elle fait assez peu de torsade de pointe. Et puis vous avez d'autres médicaments, certains antihistaminiques, alors heureusement qu'on n'utilise plus, comme la terfénadine par exemple, qui allonge le QT, mais qui faisait très facilement des torsades de pointe. À partir du moment où le QT était allongé, il y avait un risque assez important de passer en torsade de pointe. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Certains médicaments qui allongent le QT font pas beaucoup de torsades de pointe, et puis pourquoi d'autres en font plus. Il y a des facteurs génétiques aussi qui sont en cause, notamment le syndrome du QT long, mais il y a d'autres facteurs génétiques qui font qu'un patient avec un QT long va plus facilement faire une torsade de pointe qu'un autre qui a le même QT long. Il y a d'autres facteurs de risque, notamment, on va le voir, des troubles électrolytiques, des maladies structurelles cardiaques et le sexe féminin, qui vont avoir augmenté ce risque de passage à la torsade de pointe et éventuellement à la fibrillation ventriculaire. Alors, quels sont les médicaments qui allongent le QT? Donc, il y a plusieurs listes que vous pouvez trouver dans la littérature. On vous en a déjà donné plusieurs aussi dans vos cours précédents à titre d'information. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement quels sont les médicaments qui peuvent allonger le QT, mais c'est aussi quels sont les médicaments qui, s'ils allongent le QT, peuvent faire une torsade de pointe. Et là, la base de données de référence pour pouvoir savoir si un médicament peut faire une torsade de pointe ou non, c'est le site de Credible Meds. Je vous ai mis l'adresse ici, là en bas. Je vous recommande déjà d'y aller pour voir comment c'est et puis de vous faire même un compte personnel. Vous pouvez le faire en tant qu'étudiant. Vous allez sous la rubrique pour professionnels de la santé et vous pouvez vous faire un compte personnel qui vous permet d'accéder à l'entier de la base de données. Donc cette base de données euh, va vous classifier les médicaments selon leur risque de faire ou non une torsade de pointe. Donc quand le risque est avéré, euh, en cas d'allongement du QT de faire une torsade de pointe,
vous avez cette catégorie rouge. C'est les médicaments pour lesquels on va être le plus prudent en cas d'administration de ces médicaments à des patients. Surtout si on combine plusieurs médicaments qui peuvent allonger le QT, on va faire très attention quand c'est de la catégorie rouge parce que c'est un risque connu dans la littérature, non seulement d'allonger le QT, mais aussi de faire un passage en torsade de pointe. Quand vous avez ce petit rond jaune, la catégorie jaune, c'est la catégorie possible risque de torsade de pointe. Là, oui, ça allonge le QT, mais on ne sait pas si ça va allonger, là, si ça va faire des torsades de pointe. On n'a pas de données dans la littérature qui nous montrent que ces médicaments ont réellement fait des torsades de pointe chez des patients. Ils sont à risque, mais ce risque n'est pas connu. Ce risque est possible. Ensuite, en troisième position, vous avez une catégorie bleue qui est à risque conditionnel, qui va être un peu intermédiaire entre la rouge et la jaune, et qui va dépendre en fait de facteurs extérieurs, notamment un surdosage. Si vous avez un surdosage dans ce médicament de la catégorie bleue, ou que vous avez une interaction pharmacocinétique qui fait que les taux de ce médicament de la catégorie bleue vont fortement augmenter, ce qui équivaut à un surdosage, à ce moment-là, vous êtes à risque connu de torsade de pointe. Ce médicament est comme dans la catégorie rouge. En l'absence de surdosage et en l'absence d'interaction pharmacocinétique qui augmenterait les taux de ce médicament conditionnel, eh bien, il est dans le risque jaune, c'est-à-dire à risque possible de torsade de pointe. Donc c'est une catégorie un peu entre les deux, selon le contexte. Et puis vous avez la dernière catégorie, qui est la catégorie noire, qui n'est pas la catégorie la plus critique, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à la couleur. En fait, c'est les médicaments qu'il faut éviter chez des patients qui ont un allongement congénital de l'intervalle QT, parce qu'ils peuvent péjorer cet allongement et puis éventuellement mener une torsade de pointe chez ces patients à risque uniquement. Donc vous l'avez vu en physiologie, c'est relativement rare comme pathologie. Donc c'est des médicaments pour les patients qui n'ont pas de syndrome du QT long congénital, qu'on n'a pas besoin de prendre en compte dans notre évaluation de la pharmacothérapie. Voilà, donc vous allez avoir, quand vous saisissez plusieurs médicaments dans la liste, ils vont s'afficher ici chaque fois avec la catégorie de risque correspondante. Et puis là, vous avez un petit link sur lequel vous pouvez cliquer qui va vous donner un accès à la littérature qui a sous-tendu le choix de la catégorie. Vous avez un lien directement dans PubMed pour aller regarder plus près la littérature qui a été utilisée par ceux qui mettent à jour très régulièrement cette base de données. Alors, je vais peut-être revenir rapidement sur les facteurs de risque. Vous en avez vu certains euh, pendant le cours de physiologie ou de physiopathologie. C'est les troubles électrolytiques, l'hypokaliémie, parce que l'hypokaliémie va inhiber ces canaux IKR. Il y a l'hypomagnésiémie qui peut altérer le fonctionnement de la NAK-ATPase. Il y a la bradycardie parce qu'elle va diminuer l'activité de certains canaux. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a les canaux IKR et les canaux IKS. Les canaux IKS sont des canaux d'appoint qui viennent au secours des canaux IKR. Et donc, effectivement, en bradycardie, ces canaux IKS sont mis un peu sur off. Et donc, en cas de blocage des IKR par des médicaments, si les canaux d'appoint IKS sont sur off, eh ben, ils ne vont pas pouvoir venir suppléer en fait à ce manque de repolarisation. Les maladies cardiaques structurelles peuvent augmenter le risque de QT et puis le risque de torsade de pointe. C'est notamment si un patient a fait un infarctus ou a de l'hypertrophie ventriculaire ou bien une insuffisance cardiaque. Les cellules cardiaques sont un peu leur structure est un peu modifiée. Il peut y avoir des cicatrices qui sont secondaires à ces périodes d'ischémie et de nécrose dans l'infarctus. Et donc, du coup, ça augmente le risque de QT long et en cas de QT long, ça augmente ce risque de post-dépolarisation précoce et de torsade de pointe. Le sexe féminin est un facteur de risque également, et puis le QT long congénital. Euh, les interactions peuvent augmenter ce risque de QT long et de torsade de pointe. Alors les interactions pharmacocinétiques peuvent l'augmenter parce qu'elles vont augmenter
les taux de certains médicaments qui allongent le QT. Et donc c'est comme un surdosage, c'est comme ce que je vous disais. Les médicaments qui sont à risque conditionnel de torsade de pointe vont passer à risque connu de torsade de pointe dans la catégorie rouge à cause d'interactions pharmacocinétiques. Et puis également, donc ça je vous ai montré donc ces interactions cinétiques avec les cytochromes, et puis les interactions pharmacocinétiques avec la P-glycoprotéine, avec la PGP. En plus, des bloqueurs de la PGP pourraient même augmenter les concentrations intracardiaques de ces médicaments parce que les pompes d'efflux en fait ne fonctionnent plus et les cellules cardiaques ne peuvent plus éliminer si facilement ces médicaments-là qui sont rentrés à l'intérieur. Ça reste assez théorique, ça, c'est un risque théorique, mais je trouvais important quand même de vous le citer dans ce cours. On n'en parle pas beaucoup après en pratique dans la prise en charge de ce risque du QT long, mais c'est quand même intéressant. Peut-être qu'il y a de la recherche qui va se faire sur le sujet et qu'on en parlera plus peut-être dans quelques années. Mais de toute façon, le blocage de la PGP peut bloquer l'élimination de certains médicaments qui allongent le QT et donc ça fait une interaction pharmacocinétique. Et puis les interactions pharmacodynamiques, si vous avez deux médicaments qui allongent le QT, ben, vous pouvez avoir un risque cumulé d'allongement du QT. Alors ce risque cumulé, il est un peu controversé dans la littérature, dans le sens où on montre que si on ajoute un médicament qui allonge le QT plutôt qu'un autre, au bout d'un moment, on va avoir un effet plafond sur les récepteurs, sur les canaux IKR. Mais cet effet plafond, il est aussi théorique. On ne sait pas trop si de fait de cumuler deux médicaments qui allongent le QT, ça plafonne ce risque ou pas. Donc le principe de précaution prévaut. À partir du moment où vous avez plusieurs médicaments qui allongent le QT, il faut vraiment faire très attention. Soit trouver des alternatives de médicaments qui allongent moins, soit vraiment mettre en place un suivi. Voilà, donc on va illustrer tout ça avec un cas clinique. On a Madame B, 35 ans, qui se présente à la pharmacie avec une ordonnance de ciprofloxacine 500 mg 2 fois par jour pendant 5 jours pour une cystite. Peut-être vous savez ce que c'est que la ciprofloxacine, c'est un antibiotique de la famille des quinolones que vous avez peut-être vu dans la capsule numéro 3 microbiologie. Et puis donc, en regardant dans le dossier de la patiente, on voit qu'elle a, en plus de ce traitement pour 5 jours, un traitement au long cours de citalopram à 40 mg 1 fois par jour. C'est un antidépresseur. Alors, comme pharmacien, bah, vous savez que ces deux médicaments peuvent allonger le QT et qu'il y a du coup un risque cumulé. Ce serait une interaction pharmacodynamique. Donc il y a 3 étapes pour prendre ça en charge. Une première, c'est effectivement la détection, donc ça on l'a fait. Il y a d'autres choses qu'on peut détecter, qu'on peut évaluer, qui sont les facteurs de risque, on va le voir. Ensuite, comment est-ce qu'on informe le médecin, et puis comment est-ce qu'on informe le patient. Donc cette étape de détection, cette première étape de détection de cette interaction pharmacocinétique, on l'a faite parce qu'on est allé voir éventuellement sur Credible Meds, puis on a vu que ces deux médicaments sont à risque de torsade de pointe avérée, known risk en rouge, et donc que ça fait une interaction pharmacodynamique entre les deux. Ce qu'on peut évaluer également, il y a plusieurs facteurs de risque modifiables et non modifiables. Certains, on peut les évaluer, d'autres, on ne peut pas. Les désordres électrolytiques, ça, on ne peut pas les évaluer à la pharmacie. On n'a pas de dosage des électrolytes à la pharmacie. Par contre, en téléphonant avec le médecin, on pourra lui demander s'il y a eu un dosage récent, notamment du potassium. Par contre, la bradycardie, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement évaluer si on prend le pouls de la patiente. C'est une patiente de 35 ans. On peut lui demander si elle a une fréquence cardiaque habituellement lente ou normale. On peut éventuellement évaluer ça à la pharmacie si on le souhaite. Les facteurs de risque non modifiables, il y a l'âge plus que 65 ans, ça elle l'a pas. Le sexe féminin, ben, c'est une femme, donc c'est un facteur de risque supplémentaire. Maladie structurelle cardiaque, on ne peut pas l'évaluer à la pharmacie formellement, mais on peut demander à la patiente si elle a déjà fait un infarctus, des problèmes d'insuffisance cardiaque, éventuellement une hypertrophie ventriculaire. Mais ça, c'est peu probable vu son âge, mais ce n'est pas complètement exclu. On peut lui demander simplement si elle a déjà fait des problèmes cardiaques et puis si elle a déjà entendu parler du QT. Si elle a déjà entendu parler du QT,
C'est peut-être qu'elle a fait déjà un QT long ou bien qu'elle souffre, comme de rares personnes, du QT long congénital. Donc avec l'entretien, on peut déjà évaluer certains de ces facteurs de risque. Ensuite, on va prendre le téléphone et puis on va appeler le médecin. Il faut savoir que le médecin, lui, son temps est vraiment compté. D'ailleurs, quand on l'appelle, il est souvent en consultation avec un patient, donc on va demander à la secrétaire de lui dire de nous rappeler et puis voire de l'interrompre dans sa consultation. Donc il faut être très concis et très pertinent. Alors ça, c'est des choses que vous allez apprendre à d'autres formations. C'est la communication avec les autres professionnels de la santé, notamment la communication avec le médecin. Et donc ce qui est important, c'est d'être vraiment crédible, donc d'avoir évalué déjà pas mal la situation et puis de lui présenter les choses qui sont les plus pertinentes. Et à partir du moment où on lui dit qu'il y a un souci, avec une ordonnance, il faut essayer de prévoir déjà dans sa tête des solutions alternatives, un plan B à lui proposer. Si tout d'un coup il trouve que ce que vous lui proposez, ce que vous lui mettez en lumière est pertinent, bah, il faut qu'il puisse facilement trouver une alternative au traitement. Et puis, toujours garder en tête qu'il est tout à fait possible qu'il soit déjà conscient de ce problème de QT. Il l'aura peut-être lu dans le compendium ou c'est peut-être quelque chose qu'il connaît bien. Et il aura peut-être déjà même mis en place un monitoring, fait un ECG de base au moins, pour s'assurer que la patiente n'est pas à risque. Et puis s'il y a des alternatives possibles, eh ben, il faut les avoir en tête. Et donc là, en l'occurrence, la ciprofloxacine, c'est un des choix possibles dans les cystites, mais vous en avez d'autres. Vous avez l'association sulfaméthoxazole trimétoprime qui n'allonge pas le QT. Vous avez la phosphomycine qui n'allonge pas le QT. C'est des alternatives qu'on pourrait éventuellement proposer aux médecins parce que c'est quand même le plus simple, c'est de changer le médicament aigu qu'on vient d'ajouter. On ne va pas proposer un changement d'antidépresseur à la patiente qui est bien stabilisée avec ce traitement. Par contre, l'antibiotique qu'on n'a pas encore introduit, hein, on peut encore sans souci le changer contre un autre si l'efficacité est comparable. Donc s'il n'y a pas d'alternative, ben là on va proposer d'utiliser la dose la plus faible possible. Alors là dans cet exemple-là c'est un peu embêtant parce que les antibiotiques on aime bien quand même les donner à dose suffisante pour s'assurer de ne pas être infrathérapeutique et puis de bien traiter l'infection. On peut, comme je disais tout à l'heure, si on est obligé de donner deux médicaments qui allongent le QT, à l'hôpital c'est plus facile qu'en ville, mais disons faire un électrocardiogramme de base, voir le QT de base, et puis ensuite après 5 demi-vies du médicament, refaire les CG, voir si le QT a changé ou pas. Et puis alors si c'est des médicaments qui sont sur le très long terme, à ce moment-là on peut introduire même des ECG périodiques. Mais c'est vrai que le bénéfice de ça n'est pas clair. Je vous rappelle que le QT long, c'est un marqueur assez imparfait de ce risque d'arythmie par torsade de pointe parce que l'évolution du QT long à la torsade de pointe est relativement rare. Donc c'est un marqueur imparfait. Il y a beaucoup de QT qu'on va détecter qui ne vont pas du tout donner de torsade de pointe, mais c'est comme c'est le seul marqueur qu'on a, ben, on continue à suivre ce marqueur-là. Et puis évidemment que s'il y a des facteurs de risque modifiables, ben, il faut les corriger. Des patients qui sont sous diurétique et qui perdent du potassium, à qui on donne des médicaments qui allongent le QT, il faut leur donner absolument du potassium en substitution pour compenser les pertes qui sont induites par le diurétique et puis que le patient ait une kaliémie qui est dans la norme avant de prendre son médicament qui peut éventuellement allonger le QT. Et puis, quand on communique avec le médecin, il faut toujours avoir en tête que finalement, on est dans un principe de précaution, qu'on ne va pas forcément avoir une torsade de pointe avec ces médicaments qui allongent le QT, mais bien lui préciser, lui rappeler que c'est un principe de précaution. Si on n'a pas le choix de donner ces deux médicaments, ben, on va prendre ce petit risque. Et puis, si on a le choix de donner une alternative, c'est un petit peu dommage de prendre ce risque. Donc, du coup, autant changer de médicament. Et puis si on suit le QT et puis qu'il est en dessous de 480 pour une femme et en dessous de 470 pour un homme, on va considérer que le QT est normal et que les deux médicaments peuvent continuer à être co-administrés. L'autre extrême, c'est tout en bas, c'est si le QT dépasse 500 millisecondes, à ce moment-là, c'est une contre-indication de poursuivre le médicament.
Puis si on est entre les deux, on parle de QT borderline. À ce moment-là, c'est mieux d'envisager l'arrêt du médicament. Si on peut trouver une alternative, c'est vraiment mieux. Puis si on ne peut pas, bah, on va continuer de les donner ensemble et puis on va vraiment suivre le QT de manière un peu plus rapprochée. Puis enfin, comment est-ce qu'on communique ce risque au patient? Bah, c'est un petit peu délicat parce que le patient, c'est un partenaire essentiel dans sa bonne prise en charge, hein. Je vous rappelle qu'il n'est pas tout le temps à la pharmacie et encore moins chez son médecin. Donc, bah, c'est un peu le seul partenaire sur qui vous pouvez compter pour la réussite du traitement quand il est pas chez vous ou pas chez le médecin. Donc, il faut qu'il soit bien informé, il faut qu'il soit bien formé. Il faut faire de l'enseignement auprès du patient. Il y a toutes sortes de modules d'enseignement qui vont vous être donnés là-dessus. Et donc l'équilibre entre le fait de ne pas l'inquiéter inutilement, mais quand même de l'informer du risque, c'est ça qui est délicat. Mais il ne faut pas l'inquiéter inutilement parce qu'un patient inquiet, c'est un patient qui prend plus ses médicaments. Et donc cette patiente, typiquement, qui va recevoir son antibiotique pour sa cystite, selon comment vous allez communiquer ce risque avec elle, et que si vous l'inquiétez trop, il y a un risque qu'elle ne prenne plus, par exemple, son antidépresseur, en se disant que son problème de cystite, c'est vraiment une priorité pour elle. Celles qui ont déjà eu une cystite le savent, on a vraiment besoin que les symptômes s'améliorent rapidement. Et donc, ça va devenir pour la patiente une priorité par rapport au traitement chronique de la dépression. Elle risque éventuellement d'arrêter son antidépresseur. Et donc, ça, c'est important d'éviter que ça arrive. Et toute la communication, l'art de la communication va avoir cet objectif-là, c'est qu'on remplisse le plus possible ces objectifs thérapeutiques. Un autre enjeu, c'est aussi de maintenir la relation de confiance qu'il y a entre le patient et le médecin. Si un médecin prescrit 2 médicaments qui allongent le QT, c'est pas qu'il a fait une erreur, c'est qu'il y a des choses, alors soit qu'il a décidé de donner ces médicaments ensemble malgré tout parce qu'il a estimé le risque comme faible, ou alors c'est quelque chose qu'il n'avait pas en tête et c'est difficile d'avoir tout en tête et c'est aussi pour ça qu'on est plusieurs professionnels à travailler ensemble, c'est pour améliorer la qualité de prise en charge des patients. Et c'est très important de maintenir cette relation de confiance entre le médecin et le patient. Donc on peut simplement lui dire que les médicaments qui ont été choisis par le médecin sont des très bons choix et qu'ils apportent beaucoup de bénéfices, mais que comme on doit prendre cet antidépresseur et cet antibiotique ensemble, si on n'a pas le choix et qu'on doit les prendre ensemble, bah, il y a un petit risque qui est dépassé par le bénéfice, mais qui existe ce petit risque et donc il y a des précautions supplémentaires qu'on doit prendre, notamment par exemple le suivi de l'ECG. Voilà. Euh, Encore peut-être quelques conseils qu'on peut donner aux patients, c'est les signes éventuellement d'une torsade de pointe qui serait passagère, qui serait le signe qu'il faut s'inquiéter parce que elle peut devenir plus persistante et puis conduire après à des événements plus graves. Ça peut commencer par une sensation d'étourdissement, d'ébriété, des palpitations, des vertiges. Après, on peut faire une syncope, hein, faire une perte de connaissance temporaire, et puis tout d'un coup se réveiller, et puis tout va bien. Et ça, c'est des signes, si on prend des médicaments qui allongent le QT, que peut-être il commence à y avoir ces post-dépolarisation précoces qui sont suivies de petites torsades de pointe passagères qui ne sont pas soutenues, mais qui pourraient après se péjorer. Donc il faut aller chez son médecin ou à l'hôpital. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie, cette pharmacothérapie des arythmies. Je vous propose de faire une pause de 15-20 minutes selon votre convenance et puis on se retrouve dans la présentation suivante pour traiter de l'AVC.